Crash, les dessous de la crise économique mondiale. Une enquête en 4 épisodes sur les dérives et les abus qui ont mené à cette crise. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à poser les vraies questions et que les principaux acteurs doivent rendre des comptes. Dans ce premier épisode, les architectes de la ruine. Le banquier le plus puissant du monde n'a pas réagi aux nombreux signaux d'alarme. M. Greenspan a été tout à fait aveugle à ces signaux-là. Les premiers symptômes de la crise financière apparaissent à Paris. C'est vraiment le phénomène où il y a un incendie dans un cinéma et on ferme le porte. Le gouvernement américain ignore les signes d'un désastre imminent. Je lui ai dit, Hank, on voit le tsunami qui nous arrive dessus et tu es sur la plage en train d'hésiter sur la couleur du maillot de bain qu'on va porter. Crash, les dessous de la crise économique mondiale. Le crash boursier de septembre 2008 a provoqué les plus importantes faillites de toute l'histoire et mis au chômage plus de 30 millions de personnes. L'imprudence de Wall Street a ramené le spectre de 1929. En 1929, la crise financière a entraîné une grave dépression et le Congrès américain a lancé une enquête. JP Morgan, un magnat de la finance, comparaît à la commission Pecora. Exceptionnellement, les flashs sont admis au Capitole pour ajouter au spectacle. En 2010, l'histoire se répète. Nouvelle crise financière, nouvelle enquête. Panel, ladies, photographers, move aside. L'ancien trésorier de l'État de la Californie, Phil Angelides, préside la commission d'enquête. I'm honored to welcome you as we start this series of public hearings into the causes of the financial and economic crisis. Hauts fonctionnaires et banquiers défilent devant le président de la commission. Ils promettent tous de dire la vérité sur les causes profondes du crash de 2008. Les conséquences de cette crise sont terribles. 27 millions d'Américains sont au chômage ou n'ont pas d'emploi à temps plein. Des millions d'entre eux ont perdu leur maison ou vont bientôt la perdre. Des milliards de dollars se sont évaporés et notre mission est d'expliquer à la population ce qui a bien pu se passer. Mais comment en est-on arrivé là? La crise a pris naissance dans le marché immobilier américain. Au début des années 2000, les taux d'intérêt sont bas et la réglementation bancaire est minimale. Emprunter n'a jamais été aussi facile. En Californie, les banques accordent des hypothèques à presque n'importe qui. Il s'ensuit un gigantesque boom immobilier. Jim Kling est agent immobilier à San Diego depuis plus de 20 ans. Really, in 2004 and 2005, if you could fog a mirror, you could get a loan. That's how bad it was. They didn't really know or care about the qualifications of the buyers. And whether those people could make those payments or not apparently wasn't much of a concern. Bills getting to be more than you can manage? Crossroads Mortgage has a whole range of solutions geared to people just like you. So if you're thinking of buying a home or refinancing? Even if your credit is less than perfect, AmeriQuest can help. Call 1-866. Ces hypothèques que les banques appellent subprimes visent une clientèle qui pourra difficilement rembourser le prêt, surtout si le prix des maisons chute. Un homme aurait pu mettre fin à cette pratique. Alan Greenspan, ancien président de la Réserve fédérale, pendant 20 ans, le banquier le plus puissant du monde. Greenspan était vénéré à Washington. Même les présidents redoutaient son pouvoir. M. Greenspan, celui qui présidait aux destinées de l'économie américaine ou de la finance américaine, n'a pas vu
le monstre est en train de se développer aux États-Unis. Mais il y a eu énormément de signaux qui indiquaient qu'un déséquilibre se présentait. Et M. Greenspan a été tout à fait aveugle à ces signaux-là. Let me just ask you, would you put this under the category of oops? Should have done it? I mean, my experience has been, in the business I was in, I was right 70% of the time, but I was wrong 30% of the time. And there are an awful lot of mistakes in 21 years. Le commandant du Titanic a eu raison à 99% et tort à 1%. C'est la taille de l'erreur qui compte. On sait maintenant que les banques et les sociétés hypothécaires s'adonnaient à des pratiques frauduleuses pour hausser leur chiffre d'affaires. Les prêts consentis par ces institutions étaient complexes et difficiles à comprendre. Souvent, les taux étaient bas au début pour attirer l'acheteur, mais remontaient après quelques mois, ce qui faisait grimper les mensualités. Ce n'est pas un hasard si les hypothèques les plus complexes étaient vendues aux acheteurs les moins avertis, comme ceux de ce quartier défavorisé de Los Angeles. Maxime Waters représente le district de South Central depuis 19 ans à la Chambre des représentants. J'ai vu des hypothèques accordées à des personnes de 70 ans avec des revenus qui n'augmenteraient jamais. Mais leur mensualité, elle, allait augmenter. Où allaient-ils trouver cet argent? J'ai vu des prêts hypothécaires que je qualifierais de criminels. Aux États-Unis, Angelo Mozilo était le roi du marché des hypothèques à haut risque. On l'appelait l'homme en or pour son bronzage permanent, mais surtout parce qu'au sommet du boom immobilier, il gagnait environ 100 millions de dollars par année. Il était la coqueluche de la presse d'affaires. On publiait sur lui des articles flatteurs décrivant son ascension fulgurante. Mozilo se disait l'ami des pauvres. Il affirmait que les subprimes aidaient de nombreux Américains à réaliser leur rêve d'acheter une maison. Il prétend être l'ami des pauvres. Mais lorsqu'on voit ces gens démunis qui perdent leur maison, qui ne peuvent pas faire modifier leur hypothèque et qui se retrouvent à la rue, je ne vois pas comment il peut prétendre être leur ami. La compagnie de Mozilo, Countrywide Financial, est vite devenue le premier prêteur hypothécaire américain. Call Countrywide. We never stop thinking about what you need. And that makes home buying easy. Really. Countrywide a été vendu à Bank of America et a presque aussitôt perdu de la valeur. Angelo Mozilo a été mis sous enquête par la Commission des valeurs mobilières. L'enquête a révélé l'existence de courriels dans lesquels Mozilo disait ce qu'il pensait vraiment des subprimes. Jamais au cours de ma carrière, je n'ai vu un produit plus toxique. Ce qui n'empêchait pourtant pas Mozilo de rassurer publiquement ses investisseurs et ses clients. Ce produit est un bon investissement pour notre banque et un solide instrument de gestion financière pour les consommateurs. On a non seulement menti à ceux à qui on prêtait, mais on a menti à ceux à qui on refilait la dette. Donc c'est une économie générale du mensonge qui s'est installée. Ces gens qui font des bonus ou des profits ne gardent pas leur métier plus de 2, 3, 4 ou 5 ans au maximum. Donc il est très très important pour eux de gagner quelques millions, quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions vite. Peu importe pour eux ce qui se passe dans le système. Mozilo a été condamné à une amende de 67,5 millions et il ne pourra plus jamais diriger une société cotée en bourse. Les prêteurs tels qu'Angelo Mozilo ne s'inquiétaient pas de savoir si les clients pouvaient rembourser leur hypothèque car ces prêts ne restaient pas dans les comptes de leur entreprise. Ces hypothèques étaient combinées à d'autres prêts pour être revendus à Wall Street, où ils étaient transformés en produits financiers très complexes. Ce marché était peu réglementé et les banquiers raffolaient de ces titres. C'était en fait un vaste système d'achat et de vente de créances avec pour chaque transaction des frais bancaires. Ça devenait une machine à bonus qui permettait pratiquement de mettre des milliards de dollars sur le marché
et d'en engranger les commissions. Et personne finalement n'avait de raison d'arrêter puisque le marché immobilier était croissant. Donc il n'y avait pas de raison, tant que la bulle n'explosait pas, de s'arrêter. Autrefois, lorsque les gens parlaient d'actifs toxiques, j'imaginais un beau fruit qui, avec le temps, avait pourri. Mais dans les faits, le fruit était pourri dès le départ. Et personne, du courtier au prêteur jusqu'au teneur de marché, personne ne semblait vouloir prendre la responsabilité de ce produit qu'ils faisaient circuler. Ces produits dont s'est débarrassée la banque est allé dans d'autres banques, a contaminé le bilan de ces banques. Donc, ces banques elles-mêmes ont des liens avec d'autres banques et donc tout le système a été contaminé. C'est comme un cancer. La City, le quartier des affaires de Londres. C'est ici qu'il fallait être pour faire fortune avant le crash. En 1996, Geraint Anderson s'installe à Londres. Ce jeune hippie vendait des babioles en Inde jusqu'à ce que son frère lui trouve un emploi dans une société de courtage. Je ne connaissais pas la City. Je savais à peine qu'il y avait une bourse et je n'avais pas envie de m'habiller en courtier. Mon frère m'a dit, d'ici 5 ans, tu auras gagné entre 300 et 400 000 livres. Tu auras alors les moyens de faire ce que tu veux. Et comme je ne faisais pas fortune, je me suis dit, pourquoi pas? Je ne connaissais rien à la finance. Ce qui est important quand on travaille à la City, c'est de présenter ses idées avec conviction, en faisant semblant d'y croire. Ce qui compte, c'est de s'occuper des clients, les amener dans les bars, aux danseuses, leur en mettre plein la vue. Une atmosphère de folie règne alors en Grande-Bretagne, car Gordon Brown, à l'époque ministre des Finances, allège la réglementation des marchés financiers, une politique qu'il appelle « light touch ». We will advance if there is light touch regulation, a competitive tax environment. Mais le light touch, ça fait partie de cette philosophie de déréglementation qu'on a vue en Angleterre, on l'a vu aux États-Unis, mais c'était basé sur le prémisse que l'industrie pourrait s'auto-réglementer. À cette époque, Paul Martin est ministre des Finances du Canada. Selon lui, c'est la lutte entre New York et Londres pour le titre de capitale mondiale des finances qui a justifié la déréglementation. Et si vous voulez être la capitale de l'industrie, c'est d'avoir les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance chez vous. Et la façon de le faire, que New York a utilisé et que Londres a utilisé, les deux en concurrence l'un avec l'autre, c'était vraiment de baisser la réglementation. C'était extraordinaire. Les gens gagnaient des sommes folles. Il y avait toute une industrie qui vivait autour des bonus de fin d'année. Les restaurants, les hôtels 5 étoiles, les vacances, les cartes de crédit, les voitures de luxe, j'en passe et des meilleurs. Tous les plus grands architectes du monde venaient imprimer leur marque à Londres. Il y a même eu le fameux Gherkin, le cornichon érotique, qui est venu symboliser ces années, cet âge d'or de la City. C'était Noël tous les jours de l'année. 8 ans après son arrivée à Londres, Geraint Anderson touche un salaire de 300 000 $ en plus d'un bonus de 700 000 $. L'ancien hippie est même devenu analyste à la télé. On est là pour faire du fric et gonfler son bonus annuel, pas pour améliorer le sort du monde. Et si pour cela il faut mentir, tricher ou voler, tant pis. Les autorités et les politiciens passaient pour des idiots. L'idée était qu'on ferait fortune dans ce contexte de réglementation allégée. Et c'est exactement ce que souhaitait Gordon Brown. Aujourd'hui, il qualifie cette époque comme l'âge de l'irresponsabilité. Mais c'est lui qui avait dit « tout est permis ». Le comportement des gens était tout à fait normal compte tenu du système de bonus et de l'absence de réglementation.
Ce modèle financier risqué anglo-américain fera le tour du monde, de l'Islande jusqu'à Dubaï. S'il y a un pays qui a connu toutes les dérives des années précédant le crash, c'est bien l'Islande. D'une beauté naturelle stupéfiante, avec ses geysers, ses cascades, ou encore son célèbre lagon bleu, elle a tout pour attirer les touristes. Mais l'Islande n'a jamais été reconnue pour sa haute finance, du moins pas jusqu'à tout récemment. Il n'a fallu qu'un homme pour arracher l'Islande à ses traditions social-démocrates. David Hodgson, Premier ministre pendant 13 ans, il a littéralement privatisé son pays. Hodgson s'attaque d'abord à la première industrie du pays, la pêche. Il découpe les territoires de pêche en morceaux et les privatise. Ces politiques néolibérales ne font pas l'unanimité. Un certain scepticisme était palpable à la populaire émission politique animée par Egil Helgason. Pour beaucoup de monde, c'était surréaliste. Ils ont divisé les territoires de pêche et les poissons qu'il y avait pour les vendre à des propriétaires des bateaux. Mais vous comprenez, c'est la principale ressource de notre pays. C'était le début de la folie. Mais il y aura des privatisations encore plus controversées. En 2003, certaines des plus importantes banques du pays sont privatisées dans des circonstances nébuleuses. Comme par hasard, elles se retrouvent entre les mains d'amis proches du Premier ministre David Hodgson. C'est un père et son fils qui venaient de la Russie. Ils avaient fait fortune en faisant des affaires douteuses à Saint-Pétersbourg. Mais soudainement, ils deviennent propriétaires de la plus prestigieuse banque d'Islande. Ils connaissaient rien aux affaires bancaires. On peut dire qu'ils étaient soit des criminels cupides, soit des gens complètement cinglés. Les banques islandaises privatisées se lancent alors dans toutes sortes d'opérations fiscales douteuses. Elles se vendent et se revendent des titres en haussant leur prix à chaque étape, gonflant ainsi artificiellement leur valeur. L'accès au crédit est facile et les Islandais sont incités à acheter une maison, même deux. Comme aux États-Unis, la pratique déclenche un boom immobilier sans précédent qui atteint son apogée en 2007. Les Islandais expatriés rentrent au bercail pour en profiter. Aujourd'hui, on a une expression pour décrire quelque chose de très extravagant. On dit que ça fait tellement 2007. En 2007, on pouvait inviter Elton John à son 60e anniversaire, comme l'a fait un riche homme d'affaires. Les gens sont allés trop loin. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Ils ont fait un emprunt de trop, ils ont acheté une voiture de trop. Mais l'Islande n'est pas seule à avoir agi de la sorte durant ces années fastes. Le champion toute catégorie de la démesure immobilière est sans conteste Dubaï, aux Émirats arabes unis. Là, dirigeants et entrepreneurs rivalisaient pour ériger l'édifice le plus grandiose, peu importe le prix. L'extravagance est même encouragée. Lorsque la valeur des propriétés côtières a explosé, Dubaï a décidé d'en construire davantage. Des bateaux ont siphonné le sable des fonds marins pour construire les célèbres îles Palmiers, où ont poussé d'innombrables condominiums et hôtels de luxe que se sont arrachés les investisseurs aisés de ce monde. Le Canadien Robert Lee travaille depuis 10 ans pour la plus importante société immobilière de Dubaï.
À la belle époque, on comparait le centre des ventes à un souk. Les acheteurs disaient « Donnez-moi un appartement, n'importe lequel, avec 2 ou 3 chambres, ça m'est égal. » En fait, les gens n'avaient aucune intention de vivre dans ces appartements. Ils les achetaient avec l'unique but de les revendre. Nous, on vendait jusqu'à $1 milliard de propriétés en une journée. Ce développement à outrance reflète la vision d'un seul homme, le cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, émir de Dubaï. Lorsqu'il voit les premiers plans de ce qui devait être le plus grand édifice du monde, il n'a qu'une chose à dire aux promoteurs. Faites encore plus haut. I was silly to suggest a 90-story building, and the meeting was very short. He just left. But you know, I've been with him a long time, so I went again to the design studios, and then we put something really marvelous, and his question was, how much higher than anybody else? I said, it's about 40% plus. He said, great. He called me the next day, and he said, where are the cranes? Il ne semblait pas y avoir de limite au rêve de grandeur de Dubaï. Il subsistait quand même un doute. Dubaï allait-elle connaître la crise comme tant d'autres villes du monde? Ceci dit, quand on vit ici depuis quelques années, on croit à la légende de Dubaï, qui veut qu'on soit différent des autres. Le cheikh Mohammed, lui, était persuadé que la fête serait sans fin. Mais d'autres ont commencé à se demander quand et comment la bulle immobilière mondiale allait éclater. L'homme qui sera au centre de la tourmente financière provoquée par le crash entre en scène en 2006. Hank Paulson n'est pas un inconnu du monde des affaires lorsque George W. Bush le nomme secrétaire au Trésor. C'était en fait un des plus redoutables magnats de Wall Street. Ce choix n'a pas fait l'unanimité chez les bonzes de la haute finance. Il était probablement le plus vicieux de tous. Les dirigeants de Wall Street l'avaient surnommé le serpent. On ne pouvait pas croire tout ce qu'il disait. Il n'était pas aimé parce qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Le style agressif de Hank Paulson crée une onde de choc au sein du gouvernement. Dans le gouvernement, je crois qu'on l'appelait Hurricane Hank, c'est-à-dire Hank l'ouragan. C'est un joueur de football à l'origine, Hank. C'est quelqu'un de très fort physiquement, qui a jamais l'air très subtil quand on l'entend parler. C'est un homme qui est tout en force, capable de faire passer des décisions très difficiles aux autres. Juste après l'arrivée de Hank Paulson, le marché immobilier en Californie s'effondre. Au même moment, de plus en plus de propriétaires surendettés mettent leur maison en vente et inondent le marché. C'est la dégringolade. Hank Paulson et moi, nous étions d'accord sur le fait qu'il y avait trop de crédit et trop d'argent qui circulait dans le monde. On en avait déjà discuté et on s'était demandé où cet excès de crédit allait se manifester. Eh bien, il s'est retrouvé dans les subprimes. C'était un grave problème. Ça devrait se faire à partir de 14 heures. Même si peu de gens en sont conscients, le monde est déjà infesté de produits financiers toxiques liés au marché immobilier américain. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un s'interroge sur la véritable valeur de ces produits financiers. C'est à Paris au mois d'août 2007 que l'alerte est donnée. Le géant BNP Paribas découvre que bon nombre de ses fonds d'investissement contiennent des titres américains toxiques. Tous les retraits sur ces fonds sont immédiatement bloqués. Alors c'est vraiment le phénomène où il y a un incendie dans un cinéma et on ferme les portes. Ça, c'est le résultat immédiat, c'est la panique. Parce qu'on ne comprend pas. Et dans la panique, quand on ne comprend pas, on imagine le pire.
Suite à la décision de BNP Paribas, une réunion de crise est immédiatement organisée par la ministre des Finances, Christine Lagarde. Ça a commencé de manière très dure, je m'en souviens très bien, parce que c'était interruption de vacances immédiate, retour à Paris et discussion immédiate avec les banques sur ces conduits qu'elles étaient en train de fermer en raison d'un début de fissure dans l'édifice financier. Si BNP Paribas n'arrivait pas à fixer de valeur à ses titres, combien d'autres compagnies étaient dans la même situation? Comment connaître la valeur des institutions qui détenaient ces titres? C'est à ce moment-là que la confiance a commencé à s'effriter. Les premières failles dans les fondements de l'économie mondiale apparaissent en septembre 2007. Les bonzes du système financier anglo-américain commencent alors à trembler. Le premier sera le Britannique Adam Applegarth, une star du milieu des affaires londonien. Il a commencé dans une obscure banque, la Northern Rock, et son ascension a été fulgurante. Il en est devenu le président en 2001. Applegarth a vu grand. Il a dit, je vais jouer dans la cour des grands, je vais moi aussi faire des produits dérivés, je vais faire des subprimes, et je vais devenir un grand banquier. Et c'est cette espèce de folie des grandeurs qui va prendre ce provincial et qui va l'amener à la ruine. Good evening. One of Britain's biggest mortgage lenders, Northern Rock, is applying to the Bank of England for emergency financial support. BBC News has learned that the bank... Dans les heures qui suivent la nouvelle, les clients inquiets se précipitent à la Northern Rock pour retirer leur argent. Maybe it's safe, maybe it's not, but I'd rather know that it was safe. I'm just going to go put it in my bank and then I've taken all of my money out. Ça m'a donné l'impression qu'on était en 29 et que c'était un cauchemar qui se réalisait. Le gouvernement britannique tarde à réagir à la panique. Les autorités de la Grande-Bretagne n'ont pas été à la hauteur. En laissant ces fils se former pendant 2 jours, elles ont nui à la réputation du système bancaire britannique. Applegarth est convoqué devant une commission parlementaire pour s'expliquer. Et comme à son habitude, il ne concède rien. Mr. Applegarth, do you actually accept you've done anything wrong? It was a good business model, but clearly couldn't deal with the unforeseen global freezing of the liquid markets. You keep saying it was unforeseen, yet this committee had been discussing it for 6 months. La crise de Northern Rock en Grande-Bretagne aurait dû sonner l'alarme à Wall Street, mais ce ne fut pas le cas. Est-ce que les gens comprenaient bien le degré d'interdépendance? Probablement pas. Manifestement, on n'a pas tracé les points entre les événements pour y voir un pattern. Wall Street n'a pas vraiment porté attention à cette crise, jusqu'à ce qu'une de ses vedettes commence à chanceler. L'extravagant président d'une des plus prestigieuses banques d'Amérique. Au cours du printemps 2008, le secrétaire au Trésor, Hank Paulson, ne cesse de rassurer ses homologues internationaux. Il répète que l'économie américaine se porte très bien et que seuls quelques petits ajustements suffiront pour relancer le système financier mondial. En privé, la ministre des Finances de France, Christine Lagarde, reproche à son ami son insouciance. Et je lui ai dit à ce moment-là, Hank, on voit le tsunami qui nous arrive dessus et tu es sur la plage en train d'hésiter sur la couleur du maillot de bain qu'on va porter. Lorsque le tsunami frappe Wall Street, la première victime sera l'une de ses plus vénérables entreprises, ainsi que son PDG. Jim McCain est une légende. Il a gravi les échelons pour devenir président-directeur général de la 5e plus grande banque d'investissement des États-Unis, la Bear Stearns. Bon vivant, grand buveur, Cain ne se prive d'aucun luxe. Jimmy était presque une caricature.
Il avait tout d'une fripouille sympathique. Il pouvait être très charmant, mais aussi sans pitié. Les personnes qui possèdent à la fois ce côté charmeur et impitoyable atteignent généralement le sommet. Jimmy Kane aime le risque, aussi bien en affaires que dans sa vie privée. En 2007, il vaut plus d'1 milliard de dollars et il fait tout pour le montrer. Chaque jeudi après-midi, à la fermeture de la bourse, un hélicoptère privé l'attend près de son bureau de Manhattan pour l'amener à sa maison de campagne au New Jersey pour le week-end. Au programme, bridge et golf. Il a aussi un penchant singulier qui viendra le hanter. Il se vantait de fumer de la Marie. Dans l'ascenseur de la Bear Stearns, Kane m'a déjà tendu ce qui me semblait être un joint. Cette nouvelle frappe Bear Stearns au pire moment. À l'automne 2007, les titres adossés à des prêts hypothécaires acquis par sa compagnie se transforment en pertes colossales. Puis en novembre, le Wall Street Journal présente à la une un portrait dévastateur de Jimmy Kane. Il est décrit comme un PDG qui préfère jouer au golf et au bridge pendant que sa compagnie est en pleine crise. Pire, le journal révèle son penchant pour la marijuana. Mon collègue Joe Kernan m'a demandé ce que je pensais de l'article. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait semblant de tirer sur un joint. Imitating smoking a joint. Divorce issue, but also apparently, that whole bit. Little smoke and a little pot there. What is it? 2 minutes later, my cell phone. 2 minutes plus tard, Jimmy Kane m'appelle. Il hurlait. I don't smoke pot, I said. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne fume pas de marijuana. Je lui ai dit, on s'en fiche. C'est un crime inoffensif, il faut en rire. Je n'oublierai jamais sa réponse. Il m'a dit, on voit bien que tu ne diriges pas une entreprise. You try to laugh it off. You're not running a company. Jimmy Kane s'était fait beaucoup d'ennemis. Wall Street est un environnement très compétitif. Lorsque les requins sentent le sang, ils sont sans pitié. Jimmy Kane perd son poste de PDG en janvier 2008. Il devient président du conseil et n'a droit à aucun salaire. Mais son départ n'arrive pas à freiner la descente aux enfers de Bear Stearns. La firme possédait trop de produits financiers toxiques et des rumeurs laissaient entendre que la banque n'avait plus de liquidité. Kane avait laissé derrière lui une bombe à retardement qui devait exploser en mars 2008. En entendant les rumeurs, Hank Paulson avertit son personnel que Bear Stearns n'en a plus pour longtemps. Il sait que les clients vont retirer leur argent et que la banque va s'effondrer. Bear Stearns, une banque d'investissement qui a plus d'argent et qui manque de liquidité présentement. Le dimanche 16 mars, la Bear Stearns est reprise par sa rivale JP Morgan suite à une entente financée par le gouvernement. En un an, la valeur de l'action de Bear Stearns est passée de 170 à 2 $. Get this, it's valued at about $2 a share in this deal. $2 a share. C'était inconcevable. Je me souviens quand j'ai vu l'annonce à la télévision le dimanche soir que c'était pour 2 $. J'ai dit à mon épouse, ça doit être une erreur. Et il manque un chiffre, ça doit être 20 quelques dollars. En mai 2010, Kane est convoqué par la commission d'enquête sur la crise financière pour expliquer la faillite de sa banque. Il laisse entendre qu'il n'y est pour rien, qu'elle a simplement été victime de l'hystérie du marché. The market's loss of confidence, even though it was unjustified and irrational, became a self-fulfilling prophecy. Je suis toujours étonné de voir à quel point les gens qui témoignent devant nous rejettent la faute sur les autres. C'est étonnant à quel point ils ne font pas le lien entre leurs actions, les risques qu'ils ont pris et cette crise. La plupart des investisseurs dans le monde ont compris le mauvais message du sauvetage de la Bear Stearns. Le message que certains ont compris dans le sauvetage de la Bear Stearns, c'est que peu importe les circonstances, les gouvernements américains et européens ne laisseraient pas une grande banque faire faillite.
Pour certains, il est évident que le prochain naufrage sera celui de la 4e banque américaine, Lehman Brothers, dirigée par l'un des hommes les plus impitoyables et les plus redoutés des États-Unis. Le personnage le plus détesté, appelé à témoigner devant le Congrès américain, est sans aucun doute l'ancien PDG de Lehman Brothers, Richard Fuld. La chute de sa banque en 2008 a causé les plus grands dommages à l'économie mondiale et ruiné des millions d'Américains. I'm very much aware that one day we had a firm, the next day we did not. Lors des audiences, Fuld est la cible de choix d'un public en colère contre les banquiers. Dick Fuld a fait toute sa carrière chez Lehman Brothers. Du bas de l'échelle, il s'est rendu jusqu'au sommet. Sa parole faisait loi et jamais son jugement n'était remis en question. Dick Fuld était un empereur. Il était complètement identifié à Lehman Brothers. Il n'y avait aucune contestation de son pouvoir. C'était un être désagréable avec ses concurrents, arrogant, quasi un leader de secte. Et ça se termine toujours mal pour ces gens-là. Dick Fuld est du genre à intimider quiconque ose le confronter. Dans cette vidéo interne de Lehman Grande-Bretagne, il fait part de sa colère envers les courtiers qui font chuter le prix de ses actions en bourse. But what I really want to do is I want to reach in, rip out their heart and eat it before they die. C'est l'attitude d'un homme qui pète les plombs dans un cas de désespoir. En situation de désespoir, vous essayez de trouver un ennemi extérieur. Et vous espérez que quelqu'un va pouvoir empêcher cet ennemi extérieur d'intervenir. C'est pas un discours de dirigeant de banque, c'est un discours de taliban. L'effondrement de Lehman Brothers a commencé le 11 septembre 2008. Le prix des actions étant en chute libre, on recommande à Dick Fuld de vendre les actifs de la compagnie à rabais, mais il refuse. Les relevés d'appels téléphoniques de Hank Paulson indiquent que le secrétaire au Trésor a tenté de convaincre Fuld à plusieurs reprises. À partir de ce moment-là, Fuld, qui avait fait de Lehman Brothers toute sa vie, est entré dans ce qu'on appelle la phase de déni. Il est devenu fermé à toute forme, généralement quelconque, de solution autre que « on va vous sauver, on va vous sauver, on va vous sauver ». Le vendredi 12 septembre, Paulson décide qu'il est temps de sauver Lehman Brothers. Mais il refuse d'utiliser l'argent du gouvernement pour renflouer une autre banque. Il se rend à New York à bord de son jet privé et convoque tous les PDG de Wall Street à une réunion d'urgence dans l'édifice de la Réserve fédérale. Le jour où vous recevez un coup de téléphone du ministre des Finances ou de son équivalent en disant « il y a réunion ce soir à 6 heures », ça peut être votre anniversaire de mariage, il n'y a rien qui compte. Vous êtes prié d'y être. La réunion secrète de Hank Paulson débute à 18 h. Les présidents des plus importantes banques des États-Unis sont là. Jamie Dimon de JP Morgan, Lloyd Blankfein de Goldman Sachs, John Thain de Merrill Lynch et John Mack de Morgan Stanley. Paulson commence par leur dire qu'ils savent très bien pourquoi ils sont là. Sans leur aide, Lehman n'ouvrira pas ses portes lundi et les conséquences pour tous ceux qui sont assis autour de la table seront désastreuses. À l'autre bout de la ville, Dick Fuld n'en revient pas d'avoir été exclu de cette réunion de crise. Pour nous, employés de Lehman, on regarde ça un peu bizarrement. On se dit, pourquoi est-ce que Dick Fuld ne fait pas partie de ce meeting où tout le monde est appelé, sauf lui? Lorsque les chirurgiens se réunissent pour décider de la manière dont on va opérer un malade, on n'invite pas le malade. Ça n'est pas une très bonne idée d'essayer de savoir si vous allez être coupé à gauche, à droite ou de travers. Au sein de Lehman Brothers, tout cela semble surréaliste.
Fondée en 1850, la banque avait survécu à la Grande Dépression des années 30 et aux attaques du 11 septembre qui avaient détruit ses bureaux du World Trade Center. Cette nouvelle épreuve était certainement surmontable. Tonight, one of the biggest investment firms is in serious trouble. Lehman Brothers with a Lehman Brothers stock has been plummeting along with confidence in its ability to survive the L'ambiance qu'il y avait chez Lehman ce samedi-là, c'était vraiment motivé, il faut qu'on vende. On n'a pas le choix, c'est soit ça, soit on meurt, soit on disparaît. Le dimanche, les banquiers mettent enfin sur pied un plan pour sauver Lehman Brothers. La compagnie sera scindée en deux. Les actifs sains de Lehman seront achetés par la banque britannique Barclays et les actifs douteux seront repris par les banquiers américains. Au moment où on s'apprête à conclure l'entente, la mauvaise nouvelle arrive de Londres. Le gouvernement britannique rejette l'accord. Paulson appelle d'urgence le chancelier britannique Alistair Darling, qui reste immuable. Je comprenais son problème et nos conversations sont restées amicales, sauf que je ne pouvais pas approuver une entente qui forcerait les contribuables britanniques à assumer une dette qu'ils ne comprendraient pas. Abattu et frustré, Paulson raccroche. Il déclare aux banquiers dans la salle, « Les Britanniques nous ont torpillés. » Il ne pouvait pas y avoir d'entente. Le plus étonnant, c'est que les Américains ont attendu à la toute dernière minute pour discuter avec les autorités britanniques. Paulson sait que la faillite de Lehman annonce une catastrophe financière qui touchera des millions de personnes dans le monde entier. Alors que la tension est à son comble, Hank Paulson est victime d'une crise de panique. Il quitte la salle pour appeler sa femme. I just said, Wendy, Lehman Brothers is going to fail, and it's going to be very bad, and a lot of people are looking to me, and I don't have all the answers, and I'm afraid, would you pray for me? Le fait que Lehman disparaisse, je pense que ça a été l'équivalent un peu du 11 septembre, c'est-à-dire que 2 tours puissent s'effondrer après que des avions leur soient rentrés dedans. C'était aussi impensable que de voir une des banques majeures de Wall Street disparaître comme ça du jour au lendemain. This has been an historic Sunday on Wall Street, and it's not over yet. At this hour, the Lehman Brothers Investment Bank appears headed toward bankruptcy. With $613 billion in debt, Lehman is by far the largest bankruptcy ever in this country, dwarfing WorldCom back in 2000. Et donc c'est la panique. C'est une panique animale qui prend les marchés. Il n'y a qu'un mot, vendre, vendre, vendre. Mohamed El-Erian est PDG de PIMCO, une des plus importantes sociétés d'investissement au monde. PIMCO gère plus de 1000 milliards de dollars d'actifs. Je téléphone à ma femme, je lui dis, s'il te plaît, va à la banque, va au ATM et sors du liquide, sors du cash. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui dis, parce que je ne suis pas sûr si les banques vont ouvrir demain. On a réalisé que c'était une crise mondiale. On a sous-estimé combien d'impensables allaient devenir des pensables. À 2 heures du matin, Lehman Brothers déclare officiellement faillite. On craint que la nouvelle fasse sombrer le système bancaire mondial. Il semblait n'y avoir aucune limite à l'effondrement du système. Et la perspective de la crise économique, c'était, on pensait que ça pourrait être encore pire que la Grande Dépression des années 30. L'effondrement de Lehman Brothers provoque un tsunami qui s'abat sur toute la planète, détruisant des millions d'emplois et l'avenir économique de plusieurs pays. Des manifestations éclatent partout dans le monde. De Reykjavik à Pékin jusqu'à Londres. Dans le prochain épisode de Crash, le tsunami qui a balayé le monde. Derrière les portes closes à Washington, c'est la panique. Tous les jours, on arrivait en se disant quelle catastrophe va arriver aujourd'hui. Le secrétaire au Trésor, Hank Paulson, est au bord de la crise de nerfs. Il a été sous des moments de stress exceptionnels, sans aucun doute. Pendant que la colère se répand dans les rues. Crash, les dessous de la crise économique mondiale.
fin juin 2007, la crise du subprime a déjà eu lieu, une série d'intervenants disent qu'elle est sous contrôle. Et dès lors, on ne se rend pas compte que c'est tout le système qui est en risque. Si on était intervenu à l'automne 2007 et qu'on avait commencé à mettre une série de pare-feu au risque d'une crise systémique, on l'aurait évité. Il a fallu la faillite de Lehman qui a lieu 1 an après pour qu'enfin on réalise que le système est en cause. Le phénomène du domino qu'on a vu par la suite, personne ne pouvait s'imaginer qu'un fonds ou une entreprise qui fait faillite peut faire tomber les autres en cascade en apparaître dans le marché. Donc, on n'a pas saisi jusqu'à quel point on avait créé un monstre avec ces marchés de capitaux internationaux. En fait, un monstre qui n'est pas mauvais en soi, mais un monstre, il faut lui mettre une muselière, il faut lui mettre une laisse, il faut le contrôler. Et on n'avait pas vraiment compris ça.